Bonjour à tous, je suis Stéphane Breton, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec. Depuis plus de 12 ans, la Caisse est fière d'être associée au Festival Québec en toutes lettres. Pour nous, c'est une occasion idéale de nous associer à un événement de qualité et de donner accès à des activités culturelles et une programmation diversifiée aux gens de Québec. Je tiens à féliciter sincèrement les organisateurs de cette activité pour la qualité exceptionnelle de l'événement et je remercie tous les membres de la Caisse de Québec de nous permettre de faire une différence dans la communauté. Bon festival! Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie-Ève Sévigny et je suis très heureuse de vous accueillir ici dans cette magnifique maison de la littérature, ainsi que sur Facebook, pour vous présenter cette causerie, en fait, sur la littérature comme outil de changement. Nous allons avoir cet après-midi une discussion absolument magique. En tout cas, je l'espère. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. C'est que, vous savez, quand les causeries sont organisées, elles sont organisées par l'intuition de la directrice artistique du Festival de la littérature, et j'ai nommé Isabelle Forêt, qui connaît très bien donc les textes et qui décide d'établir des lieux de dialogue par la littérature. Et là, tout d'un coup, en tant qu'animatrice, on se retrouve avec ces textes qui se mettent à parler entre eux. Et c'est pour ça que je vous parle de magie, parce que ça fait à peu près une semaine que je suis absolument transportée par les textes de ces autrices-là. Alors, je remercie donc Isabelle Forêt, ainsi que toute son équipe du magnifique Festival Québec en toutes lettres, son équipe incroyablement dynamique. Je remercie aussi BCF Avocats d'affaires, qui est partenaire et présentateur des entretiens et des journées de réflexion du festival. Alors, les autrices que je vais vous présenter, ce sont 3 femmes dont l'écriture s'investit intensément dans l'exposition du monde actuel et qui tentent de reconstruire le monde par le langage, par le travail du langage. Et c'est ce qui fait vraiment la force de leurs livres. Alors, je les présente... Bon, même si elles n'ont pas besoin de présentation parce qu'elles ont déjà publié plusieurs livres. Bonjour Cassie Bérard. Bonjour. Bonjour, professeure de littérature à l'UQAM, autrice de plusieurs livres, d'autres fantômes qu'il est bon de se noyer, La valeur de l'inconnu, tant publié chez Druide qu'à la Mèche. Et Cassie, vous vous intéressez beaucoup. Bien, on va se tutoyer. Je pense que ça va être plus facile. Hein? On se connaît. Alors, Cassie, tu t'intéresses particulièrement à la façon dont le polar peut exposer des mondes qui déraillent. Mettons que je limite ça. Là, c'est vraiment une écriture particulièrement dans la tension du polar. Alors, cette fois-ci, tu nous as offert à la Mèche le très beau livre et fascinant livre, surtout L'équilibre, qui est une dystopie carcérale, si je puis dire. En fait, on aura l'occasion de s'en reparler, mais c'est un nouveau système carcéral qui rend les citoyens responsables des prisonniers. Nous en avons chacun un dans notre cours, dans son roman, et il faut s'en occuper. Alors, c'est un peu l'univers qu'on va explorer. Je vous présente maintenant ensuite Martine Delvaux. Bonjour. Allô? Allô. Alors, aussi professeure à l'UQAM, qui enseigne entre autres la littérature des femmes, mais je dis entre autres parce que, bon, la littérature des genres aussi, la création littéraire, romancière, essayiste féministe, qui a publié une dizaine de romans, de récits, d'essais, dont le Boys Club, Grand Prix du livre de Montréal, qui est en voie d'être traduit en anglais, je pense. Enfin, on espère en anglais. On espère. On espère, et qui a été en soi un petit grand séisme dans le monde littéraire, mais, et c'est ça la beauté de la chose, qui a ébranlé notre monde réel aussi. Alors ça, on est très contents. Alors, après nous avoir offert, il y a quelques années, Le monde t'appartient, un essai qui était consacré, où tu t'adressais à ta fille, Éléonore, en lui
exposant finalement tous les possibles qu'elle pouvait détenir face à l'avenir, eh bien, tu nous offres Pompière et Pyromane. On reviendra sur la signification de ce titre étrange tout à l'heure. Ça commence bien. Oui, il est étrange, mais l'étrangeté, c'est ça qui est dans beaucoup de la séduction. Alors, Pompière et Pyromane, qui pose un regard sur notre monde qui brûle, le réchauffement climatique, et où tu continues à parler à ta fille et à sa génération, aux générations futures qui vivent de l'éco-anxiété et qui aussi voient leur avenir menacé par la crise climatique. Bonjour Clara. Bonjour. Dupuis-Morancy, écrivaine, traductrice, qui a fait un doctorat sur Proust. Ça arrive au meilleur aussi. Et au pire. Non, pas au pire, mais j'étais tellement admirative quand j'ai découvert ça, quand j'ai appris ça, parce que moi, Proust, j'adore le lire, mais je suis obligée de le lire que le matin, parce qu'après, j'ai plus l'intelligence pour le faire. Alors j'étais béate d'admiration. Et ton postdoc, Clara, eh bien, c'est ce très beau livre, Sadie X, aux éditions Héliotrope, qui raconte l'histoire de Sadie, une chercheuse, une scientifique qui s'était d'abord consacrée à la littérature et qui a bifurqué vers la science. On verra un peu les rapports entre la science et la littérature parce qu'elle est une spécialiste des virus. C'est le fun parce qu'on n'en parle jamais assez. Et spécialiste des virus, des Pandora-virus, les virus géants, qui sont inoffensifs au demeurant, et pour l'homme en tout cas, et qui permettent une aventure en fait romanesque qui t'a permis d'explorer une espèce d'écriture à mi-chemin entre la philosophie, la science et un peu le côté psychédélique de l'écriture. Alors, merci à vous trois pour ces magnifiques livres et maintenant, place à la discussion. Alors, ce qui m'a frappée en premier, en vous lisant parallèlement, parce que je vous ai vraiment lu parallèlement, non pas seulement une après l'autre, mais en même temps. Alors, je vous entendais discuter toutes les trois ensemble. Vous n'avez rien ressenti, mais ça, c'est la beauté des livres. Un peu quand même. Un peu. Ah, les oreilles te silaient. OK. Alors, c'est dans vos trois livres, on le sait, bon, la littérature se nourrit du conflit, mais au sortir de vos livres, j'ai eu l'impression que vous aviez été particulièrement sensible au déséquilibre du monde, au déséquilibre au pluriel, qu'on peut dire, du monde, et que ça faisait beaucoup, ça aiguillait beaucoup votre écriture. Est-ce que ce désir d'aborder l'équilibre ou le déséquilibre répondait à une espèce d'urgence au moment de vous atteler à ce livre-là, ou au contraire, ça fait partie vraiment de votre processus constant d'écriture? Je vais te demander à Cassie en premier. Je savais. Tu le savais, hein? C'est parce que tu as appelé ton livre « L'équilibre ». Ouais. Alors, finalement, il y a quelque chose... qu'est-ce que c'est que l'équilibre dans ton livre? Ta question, au départ, elle était vaste, là, parce que tu as parlé de déséquilibre, puis au premier degré, ça aurait dû s'appeler le déséquilibre, là, parce que c'est évidemment pas d'un équilibre qui fonctionne, dont il est question dans ce livre. Mais tu parlais de l'urgence là, d'écrire. Je vais revenir quand même à ça, parce que c'est un projet que je mijote depuis comme 5-6 ans, donc qui précède la pandémie, là. Mais même si je sentais tenir une idée qui avait beaucoup de potentialité, là, cette idée de revoir en fait un gouvernement, comment un gouvernement peut
peut gérer un pays et comment il peut révolutionner une des dimensions de ce pays qui est à ce moment-là la dimension carcérale. Et comme Marie-Ève l'a dit, la responsabilité, elle est maintenant offerte aux citoyens de s'occuper des prisonniers installés dans des prisons individuelles dans les cours arrière. Mais le but de l'équilibre, c'est donc un équilibre entre les citoyens et le gouvernement. Alors, il y a comme une idée qui est quand même positive de démocratie au départ, une idée qu'on réalise assez vite qui fonctionne vraiment pas. Mais donc, je reviens donc, cette idée-là, elle était foisonnante pour moi. Elle pouvait donner lieu à réfléchir à plein de potentialités, mais elle est devenue urgente avec la pandémie. En même temps, moi, j'ai été complètement muette là, pendant toute la pandémie. Dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, là, ça m'a vraiment mis à terre et j'ai pas été capable d'écrire avant l'hiver. Avant Noël dernier. Là. Alors, ce livre-là, s'est écrit cet hiver. Assez rapidement, là, c'est-à-dire vraiment, donc, il y avait un flux qui... Mais il mijotait depuis très longtemps, mais le moment... Mais l'urgence, là, ça a été au moment où les choses ont commencé à reprendre, là, où on s'est remis à donner des cours, en tout cas, c'est parce que j'enseigne à l'université, là, que c'est comme quand même lié avec le fait que j'ai de moins en moins de temps quand j'enseigne. Donc, il y a comme une urgence qui est arrivée, puis aussi, on était en confinement, il y avait le couvre-feu. Alors, moi, je profitais du couvre-feu pour me terrer et écrire ce livre-là. Donc, oui, il y avait ce moment d'urgence-là, mais en même temps, j'ai comme revu tout le système que j'avais mis en place il y a 5-6 ans, en essayant de le penser comme un système politique à la suite des pandémies. Et même s'il n'est pas question vraiment de pandémie parce qu'on est plus tard, on est dans comme 15, 17, 20 ans, il reste que j'ai réfléchi à la mise en place d'un nouveau système politique dans une nécessité qu'un pays de se renouveler après avoir vécu des années d'une espèce d'austérité totalitariste, plein de choses qu'on pourrait porter comme qualificatif de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc voilà, là, pour un peu la genèse. Je cède la parole à... Oui, Martine. Mon Dieu. L'urgence de... Oui, l'urgence. Je pense que, pour moi, il y a toujours une urgence. Mais une urgence au sens où il y a une question que je me pose, il y a un nœud que je veux dénouer. Il y a un problème auquel je dois m'attaquer. Quand j'ai écrit Rosa Mère, c'est l'exemple qui me revient là, mais je me souviens que j'avais justement couché ma fille, c'est pour ça que j'y pense. Elle était petite, elle avait 5 ans, et au moment de la mettre au lit, elle m'avait dit, est-ce que c'est, tout d'un coup, puis c'était une enfant qui parlait pas du monde de cette façon-là, et tout d'un coup, elle m'a dit, est-ce que c'est vrai, maman, il y a des gens qui font du mal aux enfants? Et je l'ai mise au lit, et puis j'ai arrêté de respirer en me disant, bon, ça y est, on vient de rentrer dans la conscience de la réalité. Et j'ai écrit Rosa Mère, donc qui porte sur, en fait, la question qui me taraudait, c'est qu'est-ce qui fait de nous une petite fille, comment on devient une petite fille? Et j'ai essayé de dénouer ça en retournant dans mes souvenirs d'enfance. Donc, c'est un exemple. Et c'est vrai que Pompière et Pyromane, bon, c'est venu après Le Monde est à toi, et il y a eu une invitation de la part de mes éditrices qui m'ont dit, est-ce que tu voudrais pas, 4 ans plus tard, faire une suite au Monde est à toi? Donc, Le Monde est à toi, qui était sur la transmission féministe, sur la maternité féministe, où j'essayais de répondre un peu à ce qu'on disait, oh mon Dieu, quelle horreur l'adolescence, quelle horreur les filles adolescentes, et quelle horreur une mère féministe, parce qu'une mère féministe, évidemment, c'est comme être dans la chapelle du féminisme en tant que fille et avoir aucune liberté. Et donc, je répondais à ça dans un livre qui était plutôt, j'espère, en tout cas lumineux, rempli d'amour, mais où je lui parlais de ce que ça voulait dire, puis je démontais des clichés, des stéréotypes qu'on colle sur la peau des féministes pour essayer de faire un peu de lumière là-dedans. Mais 4 ans plus tard, devant une jeune adulte qui a 18 ans, qui souffre d'anxiété et qui, avec ses amis, souffre d'éco-anxiété, est impliquée pour la lutte contre la crise climatique, je ne savais pas comment lui écrire. Je me disais, je ne peux pas lui écrire de la même façon, je voulais encore m'adresser à elle, mais comment dénouer ce nœud, comment trouver la forme pour m'adresser à elle sans tomber dans un truc qui serait carrément désespéré, parce que l'urgence, au fond, c'était mon désespoir. Moi, j'étais profondément désespérée. Moi, je regardais ma fille et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mise au monde, je l'ai invitée dans ce monde, et là, elle est aux prises avec un monde qui risque de devenir invivable. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Et voilà. Et donc, Pompière et Pyromane est né de ça, avec beaucoup de... Je sais que c'est un cliché, là, les écrivains qui disent que c'est souffrant à écrire, mais moi, je dis jamais ça. Je trouve pas que c'est souffrant écrire, mais répondre à ce problème-là, oui, c'était douloureux.
Et au début du livre, je renvoie à Fitzgerald qui disait que la marque de l'intelligence, c'était d'arriver à penser deux choses contradictoires en même temps. Voilà. Je pense que l'exercice que j'essayais de faire, c'était ça. C'est de penser désespoir et espoir en même temps, obscurité et lumière, éteindre un feu puis en allumer en même temps. Et Clara, toi, tu as pensé à deux choses en même temps avec SEDIX, c'est-à-dire que c'était ton projet de postdoctorat. Et alors j'ose imaginer qu'un livre aussi dense, tu l'as porté longtemps aussi. Et c'est pas la pandémie qui a été le déclencheur, ou oui, ou parce que le postdoctorat, c'est quoi? Pendant 2 ans, tu as travaillé, donc 2 ans avant la pandémie? Mais en fait, c'était pas tout à fait le projet, c'est-à-dire que ça a été le produit, mais pas le projet. Non, c'est ça. J'écoute, en vous écoutant, je me dis, pour moi, c'est toujours difficile de savoir quelles sont les raisons qui président au déclenchement de l'écriture, puis parce qu'on le sent quand il y a quelque chose qui peut se préparer pendant très longtemps. Puis tu sais, Marie-Ève, tu parles d'équilibre, déséquilibre, c'est-à-dire qu'on peut être dans une période plus de latence. Pendant mon postdoctorat, qui était finalement 3 ans, les 2 premières années, après avoir écrit mon premier livre, c'était plus une période de... Je peux pas dire que c'était équilibre, mais disons que c'était plus une période de latence où j'écrivais, mais j'étais pas dans un livre. J'écrivais tous les jours comme par routine, par besoin d'équilibre, justement, mais j'étais pas encore dans un nouveau livre. Puis le livre, il est arrivé 1 semaine avant le confinement, en fait. Ça faisait longtemps que j'essayais de penser, puis que je tournais autour de l'idée du non-humain, d'une intelligence qui serait pas une intelligence de l'humain. Je l'avais pensé dans le mollusque, je l'avais pensé dans la pieuvre. Je pensais à un moment donné écrire un livre sur une pieuvre. Et puis, bon, moi étant moi-même dans les virus, parce que mes enfants étaient petits, j'allais d'un virus à l'autre, et ça faisait déjà quand même un petit bout que je pensais au virus comme le sommet de la chaîne alimentaire, là. Et quand la bourse a commencé à chambranler, la bourse mondiale, c'était pas encore en Amérique, ça s'en allait peut-être en Europe. Je me suis dit, OK, ça c'est la seule chose qui peut déséquilibrer cette espèce de pouvoir international humain, tu sais. Je me dis, il y a quelque chose là, puis j'ai commencé à lire sur les virus, puis c'est là où je suis entrée sur cette question des Pandoravirus, qui était un virus qui existe et qui a été découvert par une équipe qui travaille à Marseille, puis juste Pandoravirus, je me disais, mais c'était déjà un matériau littéraire, tu sais, c'était comme ouvrir la boîte de Pandore, c'était inscrire ce nom humain dans une histoire, dans une mythologie humaine. Et donc, il y a la question de l'urgence à un moment donné, il y a des choses qui se préparent. Puis, il y a quelque chose de la réalité qui vient amorcer ou qui vient faire un déclencheur pour l'écriture. Donc, ça, c'est une chose. Puis, mais dans ce livre-là, donc, le virus, c'est un sujet, c'est une forme, justement, par laquelle imaginer un processus, mais il y a aussi ce qui arrive à ce personnage-là à travers cette étude du virus, mais c'est quand même l'histoire d'un déséquilibre, justement. Puis ça n'avait jamais été un projet, je ne savais pas que c'est ce que j'allais écrire, mais c'est ce que j'ai compris que j'écrivais dans cet exercice de déséquilibre qui est l'écriture, une fois que j'étais dans ce livre-là, que je ne pouvais pas juste travailler vers qu'est-ce que c'est comprendre une nouvelle réalité, parce que ce virus-là, plus je lisais, puis plus j'écoutais des entrevues avec ces chercheurs-là, plus je comprenais que ce qui me fascinait, c'est qu'est-ce que c'est dans la vie d'un chercheur, dans la vie de quelqu'un qui pense et qui observe la réalité, qu'est-ce que c'est d'être mis en contact avec un nouveau savoir qui demande de tout repenser, donc de déséquilibrer tout ce qu'on sait finalement. Puis plus ça allait dans l'écriture, plus je comprenais que ça pouvait pas être un livre qui allait aller vers la construction de ce nouveau savoir ou vers la révélation de ce nouveau savoir-là, mais ça devait être un livre qui mettait en scène ce bouleversement-là, c'est-à-dire que non pas juste aller vers une vérité, mais aller vers le bouleversement, le déséquilibre que c'est de devoir tout remettre en question, finalement. Parce que c'est ça qui est fascinant dans vos 3 livres, c'est que, bon, on a un essai, on a 2 romans, mais
dans les 3 cas, moi, j'ai vraiment eu l'impression que le langage et la réflexion sur le langage, le travail sur la forme, était comme un peu le personnage principal de, certes, votre travail, mais du livre. Bon, dans le cas de vos 2 romans, il y a une histoire, c'est prenant, on est pris dans l'évolution des personnages, on veut savoir comment ça va continuer, comment ça va finir et tout ça. Alors, oui, on tourne les pages tout seul, mais au-delà de ça, là, il y a on voit le travail du langage à deux niveaux, je dirais. Non seulement dans la réflexion de jouer sur la forme, mais après ça, d'enlever nos traces pour que le lecteur ne sente pas qu'on a joué sur la forme. Et ça m'a vraiment impressionnée, je dois le dire. Là. Puis Cassie, si je reviens sur l'équilibre, à la question de l'équilibre, à un moment donné, on a un personnage, parmi ceux, lui, je me souviens plus s'il est ouvreur ou surveillant, là, le personnage du père de famille en banlieue montérégienne, qui écrit... Il écrit un roman. Il est en fait responsable de la prison. Il est responsable de la prison. Mais alors, il n'est pas ouvreur. OK, alors c'est une famille absolument anxiogène, en banlieue montérégienne. Et lui, il est toujours à sa fenêtre en train d'écrire. Le prisonnier le regarde, qui a lui-même une voix dans ton livre, le regarde écrire. Et cet homme-là, avec qui il discute une fois de temps en temps, il sait, donc le prisonnier, que le père de famille écrit sur le système carcéral, essaie de penser à ça. Et à ce moment-là, il convoque, je vais te citer, il convoque Georges Perec sur la représentation des espaces. Et il dit, il réfléchit aux manières de construire nos espaces par le langage. Il s'inspire de Georges Perec. Il paraît que Perec écrit comme s'il se tenait dans une prison, où enfin il y aurait quelque chose d'immobile dans son œuvre. Alors, c'est finalement comme si c'était la construction de l'univers, c'est l'espace que tu as construit par l'écriture aussi. Oui, on en parlait un peu avant de venir ici sur scène, à quel point ça passe par la forme, je pense, de pouvoir. Puis il est question de liberté dans ce livre-là. On aura compris que c'est le milieu carcéral. Donc, s'il y a une chose, c'est que les personnages sont privés de liberté. Et ça se trouve, la plus grande liberté, à mon sens, qu'on peut avoir, c'est de se créer un espace de langage dans lequel on peut réfléchir, pousser plus loin des questions et peut-être un peu contrer cet effet de prison qui est celui, en tout cas, qu'on a eu physiquement, puis qu'on a à différents moments dans nos vies psychologiquement ou... Et puis, je rebondis sur, tu parlais de ta fille, puis d'avoir écrit ton livre, d'écrire tes livres en général pour ta fille. Puis ce livre-là, j'ai l'impression de l'avoir écrit aussi pour ma fille. D'ailleurs, c'est à Raphaël là, qui l'est dédié. Et puis, parce que je lui souhaite la liberté, en fait. Puis je réfléchissais à quelle liberté, de quelle liberté il s'agit, en fait, en écrivant ce livre-là. Est-ce que c'est la liberté de se mouvoir, la liberté de penser, la liberté d'être capable de voir, de se poser des questions, de réfléchir, d'observer, d'être sensible à ce qui se passe autour de nous, la liberté d'écrire puis de mettre en place des espaces, puis au fond, la liberté que je souhaite à ma fille, c'est celle que moi, j'ai le privilège d'avoir, de travailler le langage pour faire passer des idées. Donc, je dirais qu'il y a 2 choses. Il y a, oui, toute l'histoire, la diégèse, les personnages, qu'est-ce qui se passe sur le plan politique, sur le plan de l'oppression, de l'autorité, du pouvoir, qui est vraiment des questions qui étaient difficiles, souffrantes à traiter. Puis il y a aussi toute la liberté que j'ai de pouvoir le faire, puis de lui donner la forme, de travailler, en tout cas, à trouver la bonne forme, puis à me créer des espaces aussi de jeu et de plaisir au niveau narratif pour peut-être moi-même avoir l'impression d'un certain espoir de ce côté-là à la fin de l'écriture, ou de donner espoir aussi sur le plan de la lecture. Il y a un certain plaisir peut-être malgré tout, malgré le monde noir là, dont il est question. Oui, puis le plaisir dans l'oppression, là. C'est ça qui est troublant dans ce livre-là. C'est-à-dire que on tourne les pages, mais on est de plus en plus comprimé parce que aucun de tes personnages n'est libre.
que ce soit la directrice, le directeur de la prison, que ce soit le technocrate, les directeurs du système, les prisonniers, les citoyens qui surveillent les prisonniers, l'enquêtrice, dépendent tous de quelqu'un qui les brime finalement. Et en même temps, ben toi, tu as organisé ça dans une dystopie, mais qui est ô combien réaliste, pour pas dire dans notre quotidien. On est aujourd'hui dans ce système-là. Là. Ben, c'est pas moi qui l'ai appelé dystopie, en fait. C'est mon éditeur là, qui a pointé. C'est un polar dystopique. Ben, si tu veux, mais moi, j'ai pas écrit un polar, puis j'ai pas écrit une dystopie. Moi, j'ai au contraire l'impression de parler du monde tel qu'il se passe en lui trouvant une forme différente pour faire émerger des points de friction. Là. Mais ça, c'est d'autant plus intéressant. C'est le même qu'elle aurait dû présenter ça, ton éditrice, ça aurait été encore mieux. Mais moi, j'ai vraiment tourné les pages parce que, portée par cette espèce de point de friction-là, qui nous amène dans l'exposition de cette espèce d'étouffement banlieusard là, qui peut être... Je dis banlieusard sans aucune... comment dire, c'est pas la banlieue pour la banlieue, c'est plus le conformisme, dans le fond. Martine, cette espèce de friction dans la forme, toi, t'es quand même habituée de traiter ça, toi, dans la... Non, mais c'est vrai. Tu sais, c'est-à-dire que moi, ce qui me frappe chez toi, c'est que dans tes œuvres, tu travailles beaucoup à la fois l'ombre, la lumière. Alors, tout ce qui est révoltant et une écriture de la révolte, donc, mais tu ouvres aussi l'espace des possibles en nous offrant quantité de pistes de solutions, de pistes de réflexion. Tu t'appuies sur... C'est vraiment... Donc, on joue sur ces points de friction entre l'espoir et le désespoir, dans le fond. Oui. Surtout dans Pompière et Pyromane, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être dire que dans la majorité de mes livres, c'est ça. Il y a une trame de souffrance, une trame de douleur, que ce soit à cause d'un... Quand je dénonce le Boys Club, autant que quand j'écris une peine d'amour, là, c'est la trame principale, c'est celle-là, mais autour de ça, j'essaie de nous fricoter un espace d'oppositionnalité, en fait, hein, comme s'il fallait absolument faire les deux à la fois. Donc, il faut dénoncer, puis en même temps se dire, mais on peut y arriver, on peut arriver à respirer contre ça, à travers ça. Et dans Pompière et Pyromane, c'est clairement le défi qu'il y avait. Mais pour revenir sur la forme, parce que je pense que la forme de Pompière et Pyromane est quand même un peu différente des autres livres que j'ai écrits. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas deux pareils de toute façon, là, et je dis tout le temps, j'écris que des fragments. Je travaille le fragment dans tous les livres que j'écris. Mais dans Pompière et Pyromane, le fragment est encore plus resserré. Hier, dans un entretien, je disais, c'est comme peut-être plus proche d'une exposition de tableau que d'un récit écrit en fragments. Comme si chaque fragment pouvait donner lieu à une image ou à un récit qui serait en soi, comme qu'on pourrait mettre sur un tableau, puis j'invite les lecteurs, les lectrices à se promener puis à fréquenter chacun des tableaux en espérant à la fin de l'exposition qu'ils aient compris le sens de ce qui est affiché sur les murs, ce que j'essaie de rendre. J'ai comme envie de dire que j'ai radicalisé le fragment, que je l'ai fait comme si chaque fragment pouvait se tenir tout seul dans l'air, puis qu'il faut les attraper. Puis ensuite, en les collant les uns aux autres, j'espère, on sent le sens de tout ça. On comprend qu'il y a un chemin où c'est les cailloux du petit pousset, puis à la fin, on arrive quelque part, mais il faut faire confiance qu'on va y arriver. Et peut-être que l'espoir est là-dedans. Puis il faut dire que dans mon cas, bien, mais je pense que dans tous nos cas, il y a comme un truc viral dans nos livres, là, et qui est peut-être avant, post, par-delà la pandémie. Mais dans le cas de la crise climatique, ce qui m'est très sensible, c'est la difficulté qu'on a en tant que citoyen, citoyenne ordinaire d'attraper ce problème-là. Et une des raisons pour lesquelles on est peut-être dans un immobilisme malgré tout, même si on sait qu'il faut se battre contre, on sait qu'il faut prendre position contre, on sait qu'il faut aider les politiciens et les politiciennes à se mobiliser, je pense vraiment que collectivement, on souffre d'un immobilisme parce que c'est trop compliqué. En fait, c'est trop d'informations disparates, on ne sait pas comment les mettre ensemble, on ne sait pas par quel bout commencer, on ne sait pas par quelle porte entrer dans ce problème-là. Et j'ai écrit le livre à cette image-là. Je pense que Pompière et Pyromane est à l'image de la crise climatique, c'est-à-dire à l'image de toute cette information qu'il faut colliger. Quand on dit qu'il faut avoir une pensée écologique, bien, c'est ça, la pensée écologique, c'est de lier tout ça et d'essayer de l'attraper, même si on ne comprendra pas le détail, on ne saisira pas tous les éléments, mais il faut voir que c'est tout interrelié.
Et Pompière et Pyromane, je pense, est né de ce désir-là, un peu inconscient d'ailleurs, mais la forme est née de ce qui me faisait souffrir moi, de ne pas arriver à tout comprendre, de même pas arriver à effleurer le début de cette compréhension de ce que c'est la crise climatique et de vouloir écrire un livre quand même dessus, en disant il faut quand même essayer de mobiliser. En même temps, Martine, est-ce que tu me permets? En même temps, Martine, en te lisant, ce qui me marquait dans la forme du fragment et dans la façon dont les fragments se répondent, parce qu'il y a aussi une parole qui circule oui, absolument. Entre les fragments. Puis ce qui me marquait, c'était la question de la liberté du lecteur oui, aussi. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y avait... puis tu sais, tu finis, je m'excuse de parler de la fin, mais je pense que c'est un livre qu'on peut lire un polar, hein? comme une exposition. C'est un livre dans lequel on peut se promener oui, du début à la fin. On pourrait le prendre à partir de n'importe quel bout. Puis vers la fin, tu poses la question de... pour ne pas rester justement dans cet immobilisme puis rester juste pétrifié devant le feu, il faut aussi se poser la question de qui est-on, qui suis-je face à cette réalité, tu sais. Puis c'est aussi, pour moi, c'est la question de la liberté, c'est-à-dire que le lecteur aussi, en circulant entre ces fragments-là, il y a un espace dans chaque blanc, il y a une certaine liberté ou marge de manœuvre, mais une liberté dans le sens d'indétermination aussi, qui peut être angoissante, qui peut être aussi, parce que Cassie, tu parles de la liberté aussi, mais la liberté peut être inconfortable aussi. L'indétermination entre chaque fragment qui rend aussi le lecteur libre de faire ses associations, puis de voir les retours, de voir les rappels. Tu lis un fragment, puis tu aurais pu le lire, tu aurais pu le prendre tout seul, il aurait voulu dire quelque chose de tellement différent que à la suite de celui où tu l'as pensé. Fait qu'il y a une organisation aussi, là, certes. Oui, c'est ça. C'est comme s'il y a deux choses. Il y a cette liberté-là, puis c'est vrai que j'invite, mais je dirais la même chose pour le Boys Club ou les filles en série. Hein. Je dirais, on ouvre les livres, puis on peut les lire vraiment un peu n'importe comment. Je pense que pour moi, c'est important d'écrire un peu comme ça, mais c'est pire ou mieux dans Pompière et Pyromane. C'est vrai que moi, j'ai tissé des fils. Moi, j'ai fait des échos. Moi, j'ai ma lecture du livre qui est écrite dans le livre, mais chacune lit le livre différemment, absolument. Oui. Et doit se positionner. J'aime bien l'idée de la liberté, mais je pense que c'est double. C'est une liberté d'y être et de ne pas y être, mais il y a une injonction aussi du comment tu vas te positionner par rapport à ce que je viens d'écrire. Voilà. Mais ce positionnement-là, justement, Clara, dans Sadique, ce qu'on a, c'est que tu as un personnage qui est une scientifique, mais qui s'en va en même temps, elle est dans l'œil de son microscope, mais toujours pour être capable de bien se concentrer, elle a besoin d'une liste de lecture, de musique, pardon, une liste une playlist, comme on dit communément, qui l'alimente, qui alimente son savoir. Alors l'art alimente finalement la recherche. En plus, il y a la défonce. Elle s'en va donc danser jusqu'à l'épuisement. On a donc le langage aussi de la littérature, qui a été sa première passion et tout ça. Et aussi, donc, dans la forme, la littérature qui coud tous ces univers-là et qui... Finalement, toi, c'était l'aventure du langage, finalement, et des langages que tu as essayé de représenter dans ton œuvre. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Puis, Cédie, c'est quelqu'un qui vit branché, c'est-à-dire qu'elle doit vivre branchée sur d'autres réalités ou d'autres univers en permanence parce que c'est quelqu'un qui peut pas être branché sur elle-même. C'est-à-dire que c'est aussi tous ces univers-là, que ce soit le virus, parce que quand on est scientifique, on est branché sur le microscope, tu sais, ou que ce soit dans la musique, c'est des immersions, si on veut, comme toujours dans une espèce d'univers immersif pour ne pas vivre en elle-même, finalement. Donc, le livre devient cette articulation-là entre ces différents univers qui vont à différents rythmes aussi, là. Mais tu sais, encore là, en lisant Martine, tu parles de Didier Anzieux, ce psychanalyste qui parlait du moi-peau, comment est-ce qu'on peut vivre dans le monde, finalement. Comment est-ce qu'on fait? C'est quand même assez extraordinaire. On prend ça pour acquis, mais c'est assez extraordinaire comment on fait pour ne pas être à vif tous les jours, à chaque instant. Comment on fait pour oublier qu'on est des êtres vivants à vif, vulnérables. Bon. Et que l'écriture, donc tu parles de l'écriture comme... Moi, je suis convaincue ou du moins c'est l'expérience que j'en ai, l'écriture et la lecture. Avant même l'écriture, la lecture est une peau de mots
puis de rythme. Puis, on connaît, quand on aime la lecture, on connaît ce sentiment d'entrer dans une écriture, ouvrir un livre, puis dès la première page, des fois, il y a des pots qui sont rébarbatives. Des fois, on se dit, ouf, c'est une expérience qui ne sera pas de se glisser dans une peau, mais des fois, on trouve une phrase. Puis, Proust, c'était ça pour moi, on trouve une phrase où on se dit, ah, je peux exister enfin. Puis, il y a quelque chose d'un rythme, ça nous donne un rythme pour être, OK, on va pouvoir être dans le monde pendant quelques heures. Mais en même temps, ce qui était, je pense que c'était pas prévu, mais ce que je me suis rendu compte que j'essayais de penser dans ce livre-là, c'est que comment est-ce que cette peau-là, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle ne devienne pas une prison, justement, comment est-ce qu'on fait pour la garder vivante, comment est-ce qu'on fait pour que le langage ne devienne pas juste un contenant, puis une armure aussi. Puis ça, c'est une question. J'ai pas répondu à cette question-là, parce que je pense que à la fin du livre, je me suis rendu compte. Puis c'est un livre aussi que j'ai écrit dans la première année d'une psychanalyse aussi, où je commençais une psychanalyse. C'est un état assez particulier, là, c'est-à-dire psychiquement. Puis, donc moi, je ne peux pas distinguer qu'est-ce qui a été la pandémie, la psychanalyse, puis l'écriture de ce livre-là. Je sais pas faire la différence, mais distinguer les... Mais c'était la question, à la fin du livre, je me suis dit, je sais pas si j'ai réussi, même si tout ce livre-là essayait de penser, parce que c'est dit, ça va être ça que lui pose le virus comme défi, comme question, comme interrogation, c'est comment parler d'une réalité dans le langage humain, mais une réalité qui défait tellement nos catégories. Comment faire pour pas juste ouvrir le contenant de la catégorie puis le mettre dans un autre contenant comment on fait pour vraiment ouvrir le langage aussi, permettre au langage de se faire infectieux, c'est-à-dire permettre aux catégories qu'on a pour nommer la réalité autour de nous, de ne pas être des catégories trop fixes, de ne pas être des catégories définitives. Puis à la fin, je me rendais compte à quel point tout ce défi que j'avais eu à penser ça, je ne savais pas si j'y étais arrivée dans l'écriture parce que je m'étais rendu compte à quel point c'était une écriture... je ne sais même pas comment encore l'appeler, mais tu sais, pour le dire positivement, rigoureuse, mais pour le dire, c'est-à-dire que moi, j'avais eu une vision d'horreur à la fin du livre parce que je m'étais rendu compte que c'était une écriture du contrôle. Pour moi, que je l'avais écrit dans une écriture du contrôle, je me disais, c'est bien compliqué. Est-ce qu'on peut vraiment avoir une écriture de pas le contrôle? Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, je me suis rendu compte que c'était ça ça allait être ça mon prochain défi, c'est-à-dire que comment c'est pas pour rien que le livre, c'est pas grave de dire l'histoire, mais tu sais que ça se finit aussi sur une forme de cri, c'est-à-dire que c'est comment est-ce que l'écriture peut être quand même un peu un cri aussi, tu sais, parce que sinon, on n'a pas besoin d'écrire des livres, tu sais, c'est-à-dire que si on est dans le même rapport à la langue, pour moi c'est ça, c'est écrire un livre, si on est dans le même rapport à la langue qu'on est dans le quotidien. À la limite, je me dis, ça sert à rien d'écrire des livres. Il faut écrire des livres qui vont nous permettre de faire une expérience de la langue, puis de ce que c'est d'être un moi, puis d'une subjectivité qui est différente, qui est peut-être trop difficile de vivre dans la vie de tous les jours, mais qui serait justement une écriture qui nous permettrait de nous défaire, puis de nous... Bien, premièrement, je pense que quand on écrit puis qu'on sort d'un livre, on est toujours horrifié par Par le résultat. Par le résultat. Là. Alors ça, bon. Mais je peux t'assurer que le lecteur, te rassurer en fait, que le lecteur ressent pas que c'est une écriture du contrôle. C'est drôle parce qu'au contraire, moi j'avais l'impression d'être dans une espèce de langage qui s'inventait tout d'un coup et se butait à une nouvelle réalité et se réinventait par ricochet comme ça, alors que pendant que le fil de la narration et de l'histoire était très tendu, très cohérent, mais que l'écriture, au contraire, un peu comme... d'ailleurs, je ne suis pas la première à le dire, mais ça a été... T'as été comparé à du Proust psychédélique, là. Je me souviens plus c'est dans quel... Je me souviens plus c'est dans quelle critique qui avait dit ça, c'est au Devoir ou à la Presse, mais tu sais qu'au contraire, c'est ça, alors qu'il y avait une immense liberté dans la phrase, dans un univers sous contrôle en même temps. Mais je pense que, juste pour finir, je pense que c'est... Si on est assez chanceux ou si on travaille assez, peut-être, là, je sais pas, là, un peu des deux, si on se permet
d'être vraiment dans notre délire puis dans notre folie, là. C'est-à-dire que même si c'est... Parce que moi, le contrôle, c'est ma folie. Fait que donc, si j'arrive à laisser l'écriture être assez folle, ça va finir, parce que c'est ça le livre aussi, c'est Sadie, c'est quelqu'un dont la pathologie est celle de l'efficacité du contrôle de la compétence. Donc, tu sais, finalement, en laissant le contrôle s'emballer puis devenir tellement pathologique, si on veut, tellement contrôlé que ça finit par être délirant. Tu sais. C'est comme une écriture du glissement, non? C'est pour ça que je pensais au virus tantôt. C'est comme si c'était un virus qui mutait tout le long du livre. Bien, c'est dit elle-même, je pense qu'elle est comme ça. Mais l'écriture elle-même. Oui, tout à fait. Mais mettons, parce que bon, on est quand même, j'essaie d'aller chercher le plus d'éléments possible pour on a des livres qui exigeraient une causerie de 4 heures. OK, c'est pas compliqué, là. Alors, je lui fais injure juste en lui accordant 1 heure. Mais j'avais absolument envie de vous entendre sur la question de l'espace qui est vraiment problématique dans votre œuvre, là. Cassie, toi, si je commence par le roman L'équilibre, on a comme une espèce de paradoxe entre des gens qu'on dit libres, qui sont ceux qui vont, les citoyens, alors on les dit libres, mais ils habitent des non-lieux, au sens où l'entendait Marc Auger, l'anthropologue, c'est-à-dire des lieux où on ne fait que passer, où ils n'ont pas de point d'ancrage. Des personnages, donc, qui habitent les lieux sans les habiter. Ils passent, ils vont de métro, boulot, dodo, et puis les liens ont de la difficulté à se réaliser, même dans les familles, etc. Et paradoxalement, les personnages qui sont incarcérés, on en a 2 modèles qui vont finir par s'évader et ils ont une liberté non seulement donc qui vont réussir à atteindre physiquement, mais qui en même temps sont libres dans leur tête. C'est intéressant parce que tu dis ça, ils vont s'évader, puis en tout cas, les 2 qui s'évadent sur lesquels je me penche, en tout cas, les 2 pris pour revenir à leur prison, là. Alors que c'est paradoxal, comme tu dis, mais c'est délibéré d'avoir donné l'espace de penser aux prisonniers. Le personnage qui n'est pas le personnage principal, que je considère que le personnage principal, c'est Estelle, l'inspectrice pénitentiaire. Mais elle est prise en charge par une narration surplombante, tandis que le prisonnier, je vais prendre ma responsabilité, là, je lui donne... Tu lui donnes un jeu? Lui donne un jeu, je travaille l'espace de sa pensée, l'espace du souvenir, l'espace du non-dit, et ça le fait davantage habiter un tout petit lieu qui est une cellule que tous les autres personnages qui peuvent errer où ils veulent, mais qui sont prisonniers, je dirais, de la distance qu'il y a entre la maison et la prison. Là, c'est à peu près ce lieu-là qui est observé c'est le va-et-vient entre la distance qu'il y a entre la cellule et la prison, puis ce qui porte le regard de la famille vers le prisonnier, puis le prisonnier vers la famille, puis ce qui se passe dans cet espace-là, c'est ça qui est comme investigué. Puis l'inspectrice qui va sur les lieux faire les vérifications, c'est là où elle doit se planter, puis tout le monde doit venir vers elle, mais elle est entre la maison et la cellule, et il y a ce relais-là entre 2 types d'espaces, puis on comprend dans ce mouvement qu'il y a entre ces 2 lieux que les prisonniers sont presque plus libres que les citoyens qui... Oui, puis c'est presque le système qui est identifié comme étant un système après 10 ans qui ne fonctionne plus. Ce système carcéral-là, qui est presque stalinien dans ses contraintes, parce que... ils se regardent, mais ils n'ont pas le droit de se regarder. Le prisonnier et le gardien, à peine, ils ne peuvent pas échanger. Donc, on impose aux citoyens la présence, donc à la place du cabanon ou du garage double, là, vous avez un prisonnier dans une petite cabane et on impose aux citoyens la présence de ce prisonnier-là avec lequel il ne doit pas. Donc, la liste, tout ce qu'il ne doit pas faire est infinie et finalement, il y a une oppression incroyable, encore davantage du citoyen que du prisonnier, finalement. Oui, c'est parce qu'on a voulu, avec la réforme, parce qu'on essaie de combler les défaillances d'un système qu'on pouvait tout imaginer qui serait défaillant, mais pas le Parti citoyen qui l'a mis en place, visiblement, et ni les citoyens qui ont voté pour.
Ça m'a vraiment amusé d'écrire là-dessus parce que je savais que j'étais en train d'écrire une absurdité complète qui pouvait vraiment pas avoir lieu, mais quand même. Donc, la réforme vise à un peu boucher ces trous-là, mais en se disant, OK, on n'a pas vu les dérives potentielles, là, allons au-devant des dérives autres, celles qu'on a vues et les prochaines. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, on fait appel à un autre personnage qu'on n'a pas nommé jusqu'à maintenant, qui est un éthicien, qui nous aide, qui aide le gouvernement à penser de manière éthique les nouvelles décisions pour prendre compte du respect de chacun. Mais tout ça, c'est un voile là, parce que ça fonctionne pas plus. Mais donc, on essaie d'empêcher des dérives, mais en faisant ça, on appelle à les contourner, puis ces contournements-là entraîneront d'autres dérives, puis ça peut juste devenir la catastrophe si ce ne l'est pas déjà. Alors, parlant de catastrophe, Martine, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as écrit là-dessus. Alors, alors la catastrophe climatique. Dans l'espace tel que tu l'as défini, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'on a tu identifies un conflit de génération dont, finalement, l'enjeu, c'est l'occupation du monde. Et tu écris, tu désignes, dans une très belle scène, tu désignes ta fille et ses copines qui sont dans la maison et qui prennent toute la place et puis qui font du bruit, puis avec tout le bruit de la belle jeunesse. Et tu écris, « Vous occupez ce monde dont on ne cesse pourtant de vous rappeler de mille et une façons qu'il ne vous appartient pas, qu'il n'est pas à vous, mais bien à nous. » Et ça, on sent vraiment toute la colère vibrante. Tu y reviens dans plusieurs fragments. Tu reviens un peu à cette idée de dépossession spatiale d'une génération par une autre, avec et la joyeuse insouciance, indifférence avec laquelle cette dépossession-là est finalement perpétuée. Là. Oui, tu as tout dit. Ah, bon. Ouais. OK, alors on va passer. Non, mais c'est vrai. C'est un phénomène d'expropriation, mais d'expropriation planétaire. C'est quand même fou, parce qu'on peut penser à des phénomènes d'expropriation pour installer l'aéroport Mirabel, là, quand on était enfant, puis que ça se passait, cette affaire-là. Déposséder des agriculteurs de leurs fermes, de leurs terrains. Bon, mais là, c'est la planète au grand complet. On est en train d'exproprier les jeunes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de colère. Et d'ailleurs, en y pensant, il y a un extrait dans Pompière et Pyromane que je dois à Québec en toutes lettres. C'est même peut-être à cause de Québec en toutes lettres que j'ai écrit Pompière et Pyromane. On m'avait demandé d'écrire un extrait et c'était pour la suite du monde. Enfin, je sais pas si c'était avant la pandémie. Et j'avais demandé à Élie, à ma fille, de répondre à ma place. Et donc, je la cite dans Pompière et Pyromane et à la fin, elle dit « Oh, Pierre, arrêtez donc de poser des questions inutiles. » Et je me disais, tout est là dans cette... Il y a un immense malentendu, je crois, pour le dire positivement, sinon une énorme arrogance de la part des personnes plus vieilles envers les personnes plus jeunes. Et c'est vrai que ma colère dans ce livre-là a à voir avec ça, avec cette nonchalance qui dit, de toute façon, quand ça arrivera, on ne sera plus là, on va être mort, fait que ça vous concerne, puis débrouillez-vous. Et à la limite, ça c'est quasiment dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, on n'en a rien à foutre de vous, en fait. Ce que vous avez à dire, ce que vous traversez, ce à quoi vous pensez, l'anxiété qui vous habite, ça ne nous intéresse pas. Démerdez-vous. Et d'où l'importance, puis tout Pompière et Pyromane est tissé autour de ces figures de femmes en flammes et de jeunes filles en feu. Là. Je fais porter à des figures comme Jeanne d'Arc et Greta Thunberg cette force-là de justement ne pas permettre d'être expropriée, c'est-à-dire de rester et d'occuper la place. Greta Thunberg, on me le demande à chaque fois, on me dit « Pourquoi cette figure-là? Puis qu'est-ce que tu y trouves? » Et on a tellement parlé d'elle, on l'a vu tellement partout que c'est quasiment devenu un cliché. Mais moi, j'y tiens. Moi, je tiens à ce que cette jeune femme-là représente, puis pour moi, ce qu'elle représente, c'est celle qui ne bougera pas. Et elle reste droite avec ce visage, moins impassible maintenant qu'avant, mais au départ très impassible. Elle lâche pas le morceau, elle tient le flambeau, en accordant à toutes celles qui travaillent avec elle, parce qu'elle n'est pas la seule à militer, donc elle leur fait une place avec elle, mais elle ne cédera pas. Cette scène incroyable dans le réel, quand Trump passe devant elle
et le regard qu'elle lui adresse, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette petite fille-là, avec ses tresses, et cet homme-là, dans son arrogance et sa satisfaction de lui-même, avec tous les dommages qu'il a pu faire à tant de niveaux, et juste le regard qu'elle adresse en silence. Il y avait un monde dans ce regard-là. Oui, tout à fait. Puis avec tout ce qu'on a dit sur elle, tout ce qu'on a, parce qu'on a quand même cassé beaucoup de sucre sur son dos, elle, on l'a dit, on a dit qu'elle était instrumentalisée, qu'elle n'écrivait pas ses discours, qu'au fond, c'est personne. Greta Thunberg, c'est juste une espèce de mascotte, puis derrière, il y a, bon... Moi, je crois pas du tout à tout ça. J'ai tout lu, j'ai tout lu ce qui la concerne, le livre de sa mère, les discours, toute la patente. Et il y a une force dans cette... c'est comme le vrai sens du mot « résistance ». C'est une résistante. Elle résiste. C'est tout. Puis là, le dernier discours, je sais pas, c'était il n'y a pas de there is no planet B, there is no planet blah, 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 blah. Bon. Moi, j'adore ça. J'adore ce côté à la fois enfantin. Elle parle pas plus fort, plus haut, plus loin, plus difficilement que son âge. Il y a comme quelque chose de très juste dans sa manière de parler. Et c'est pas pour rien qu'elle est si aimée. Et je pense que là aussi, dès que des jeunes aiment une figure populaire, par exemple, on va les nier, on va dire, ben voyons, c'est de la foutaise, c'est pas important que vous aimiez telle vedette. Et on a fait pareil avec Greta Thunberg. On a essayé de faire tomber d'un piédestal cette figure qui pourtant les mobilise, et ils ont besoin de cette mobilisation, ils ont besoin d'être guidés. Et donc, c'est la Jeanne d'Arc d'aujourd'hui. Puis moi, j'ai envie de la défendre. Bien, tu le fais très bien. Et si on revient juste sur la question des espaces, Martine, c'est que il y a 2 espaces habitables, si je puis dire, dans ton livre, c'est-à-dire, certes, la planète Terre, qui devient finalement, je te disais, puis je disais, mon Dieu, que le monde est petit, parce qu'en même temps, tu parles du Bangladesh, après ça, on se retrouve en France, aux États-Unis, au Québec, parce que nous sommes tous partie intégrante du même problème, finalement. Alors, ces espaces-là qui sont finalement reliés par cette jeunesse-là, par l'enjeu de la jeunesse qui est vraiment le cœur de ton livre. Oui, et je pense que ça déborde mon livre, parce que je pense que j'en parle pas, mais autre domaine attaqué sans arrêt, puis là, avec tout ce qu'on dit sur le mot « woke », qui est l'intersectionnalité, puis bon, on devrait ouvrir les journaux tous les jours, puis on est bien servi. Et puis bon, à ça s'ajoute la lanceuse d'alerte de Facebook. Et on leur reproche de participer aux réseaux sociaux. Ça, on leur reproche ad nauseam. Ils ne sont que des réseaux sociaux et ça ne veut rien dire. Mais en fait, leur mobilisation, elle est due aux réseaux sociaux. Elle est logée dans les réseaux sociaux. Leur espace, c'est le réseau social. Et je trouve que là, il y a une beauté là-dedans. Il y a une force, il y a une créativité et il y a quelque chose qui nous échappe. Et c'est peut-être pour ça que les adultes, puis par adultes, je veux dire, bon, beaucoup plus vieux qu'eux, s'il y a une telle résistance de la part des adultes, c'est parce que justement, c'est pas notre lieu à nous. Même si on y va, on le fait tout croche, puis ils se moquent de nous. Mais c'est leur lieu à elles et à eux, et c'est un lieu où ils et elles se mobilisent. Ça leur appartient, et je pense vraiment qu'ils vont gagner. Je leur souhaite vraiment, parce que... On espère. Oui, parce que ça, ils le contrôlent. Clara, dans sa DX, toujours sur la question de l'espace, c'est très, très bouleversant, ce personnage de cette femme à vif, qui était donc jeune femme en littérature, qui a vécu une enfance très pénible. Donc, elle est à fleur de peau. Pour sa survie, elle change d'un espace à l'autre. Donc, elle quitte Montréal. C'est un conte de 2 villes. Montréal, Marseille. Elle arrive à se reconstruire à Marseille. Même tout dans le climat marseillais lui convient mieux que le climat hystérique, j'ai adoré l'image, le climat hystérique du Québec, soit trop chaud, soit trop froid. Et en même temps, aussi, alors, donc, espace problématique, mais qui nous guérit, mais aussi, elle trouve sa place dans un infiniment petit, le petit carré de son microscope, qui lui donne, par le Pandoravirus, quelque chose d'infini. C'était vertigineux et c'était donc cette tension-là, donc elle était l'espace. Quand tu as pensé à ton roman, est-ce que c'était vraiment au cœur de ton projet ou ça s'est défini en cours d'écriture, cette construction-là? Et je savais que je voulais écrire je pense que c'est peut-être même plus comme ça que c'est parti que par le virus. C'est vraiment l'élan de départ, c'est que je voulais écrire
récit où quelqu'un prendrait pas la voie tracée, c'est-à-dire que ce serait un récit d'une bifurcation, c'est-à-dire que elle répond pas à l'appel de son avenir dans un sens. Je dis, elle n'a pas pris l'appel de la philosophie. En fait, la littérature, elle y est restée fidèle, je pense, mais elle étudie en philosophie parce que c'est un rapport à la vérité aussi, tu sais, qu'elle a déplacé. Mais donc, elle n'a pas suivi la voie qui était tracée pour elle et elle a décidé pour survivre finalement, et par la rencontre de ce mentor-là problématique et ambiguë là, de Régnier, elle va justement suivre elle va se casser, comme on dit en France, puis elle va suivre puis je pense que c'est ça, c'est se casser. Tu sais, nous, on n'utilise pas cette expression-là, mais il y a quelque chose que je trouve qui m'est revenu beaucoup dans cette expression française aussi, parce que je l'entendais dans son étrangeté, là, c'est-à-dire que c'est aussi, des fois, il faut se casser, c'est-à-dire qu'elle, en partant, en se tirant, en se barrant, tu sais, il y a aussi comme tout le temps, à chaque fois, l'idée que on se casse aussi. On fait une rupture, là. Oui, en soi aussi. Oui. Donc, il y a vraiment quelque chose dans ce changement d'espace, dans ce changement de lieu où elle casse la personne qu'elle était comme vouée à devenir. Et, ou en tout cas, c'est comme ça qu'elle se conçoit elle-même. Et elle se conçoit, puis je pense que c'est vrai, c'est-à-dire que Marseille lui a donné accès à une autre vie que celle qu'elle aurait eue ici. Donc, c'est aussi l'expérience de dire, est-ce qu'on peut être, je voulais réfléchir à est-ce qu'on est voué à être la personne, qu'est-ce que c'est le fil d'une vie, tu sais, à quel point est-ce qu'on porte, à quel point est-ce qu'on, c'est la question de l'hérédité aussi, là, c'est-à-dire c'est dit X, c'est aussi le X, c'est le nom de son père, c'est Dr X, mais c'est aussi une origine barrée, donc c'est aussi, est-ce qu'on est le produit de notre histoire familiale aussi, ou est-ce que quelle est la marge justement de liberté? Est-ce qu'on peut bifurquer? Est-ce qu'on peut bouleverser cette ligne de vie? Puis en même temps, c'est la question... Donc, je pense que Marseille lui donne parce qu'elle va rencontrer des gens, puis parce qu'elle va aussi être liée d'amitié avec des gens qui sont plus jeunes, des gens qui... Donc, elle a des relations qui ne sont pas forcément des relations qui font sens, c'est-à-dire qui seraient celles auxquelles on s'attendrait de quelqu'un comme elle. C'est parfois impersonnel, même, les relations qu'elle a, c'est-à-dire avec même dans ses amitiés, il y a quand même toujours une certaine réserve. Oui, parce que c'est ça, c'est quelqu'un qui est parti d'elle-même, donc c'est quelqu'un aussi qui cherche des relations dans lesquelles elle ne sera pas trop proche d'elle-même. Et puis c'est aussi un parasite, c'est-à-dire que c'est aussi, parce que ce livre-là est une réflexion sur les relations entre... les gens, c'est-à-dire que le virus, parce que c'est une des choses qu'elle découvre en travaillant sur ce virus-là, c'est que faire sortir de la boîte, le virus, c'est pas juste, tu sais, comme quand on pense au coronavirus, tout le monde a maintenant cette image du coronavirus, hein, cette boule avec des protéines. Là. Mais ceux qui travaillent sur les virus, ils savent que le virus, c'est pas juste la chose, c'est pas l'objet qu'on voit, c'est un phénomène d'infection. Donc, comme elle dit, le virus, c'est une relation. C'est ce qui se passe quand ça sort de sa petite boîte pour infecter une cellule hôte. Et ce qu'on appelle le virus, en fait, c'est tout ce processus d'infection. Puis j'essayais de voir comment est-ce que c'est vrai aussi des relations humaines. C'est-à-dire que comment est-ce que c'est dit X, c'est pas que cette personne qui est un sujet pas tout à fait adéquat, si on veut, mais c'est cette personne qui va comme investir à la fois des lieux, à la fois des relations, d'autres imaginaires, d'autres désirs aussi. Puis comment, peut-être que c'est dit, c'est pas juste une personne, c'est qu'est-ce qui arrive quand une personne sort de son moi pour aller infecter quelqu'un d'autre ou pour aller investir un milieu, un espace, une autre ville. Est-ce que tu dirais que Cédille a développé, mettons, est-ce que c'est un phénomène inconscient ou ça répond à une espèce d'éthique? Est-ce qu'il dans son travail, bon, c'est une scientifique, est-ce qu'il y a un rapport à l'éthique qui est
Dans cette idée de relation? Oui. Bien, dans sa façon de travailler ou dans ses relations, est-ce que c'était une préoccupation pour toi, une espèce d'éthique de la science, de la... Non, pas du tout. Mais j'essaie de voir parce que pour moi, non, mais en même temps, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que moi, c'est jamais quelque chose à quoi je pense. Moi, mais en même temps, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait lire dans mon travail plus généralement, mais parce que finalement, c'est ça, peut-être qu'il y a une éthique à voir dans l'idée de concevoir nos rapports dans une certaine contamination. Tu sais, avec la pandémie, en plus, ça m'a fait très peur de voir à quel point on s'est replié sur une notion de moi très sécuritaire. Tu sais, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est au contraire, puis c'est ça qui m'intéresse dans la lecture, c'est de comprendre comment on est poreux les uns aux autres, puis comment est-ce qu'on s'inter-influence, puis comment est-ce qu'on... Pas seulement consciemment non plus, tu sais, comment est-ce qu'on est traversé d'abord quand on écrit, mais aussi comme autre. Lire, c'est ça, c'est d'être pénétré par le désir, le délire de quelqu'un d'autre. Tu sais, donc, peut-être qu'il y a une éthique, même si je ne pensais pas c'est dit comme quelqu'un d'éthique, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui dépasse, son besoin est trop fort. Puis je pense que je voulais penser ça comme un personnage qui n'avait pas tout à fait raison, qui pouvait avoir aussi tort. Très viscéral. Qui était malsain aussi. Ouais. Tu sais. Mais il y a peut-être une éthique plus générale à dégager de penser une vie pas juste dans l'enveloppe individuelle, mais de penser comment la vie, le vivant, justement, penser un peu en dehors de l'humain, là, c'est-à-dire comment le vivant qui se promène entre nous, tu sais, par la littérature, mais aussi par la littérature comme reflet du monde, là, se passe aussi par des interrelations qui défendent aussi ces enveloppes individuelles, là. Et Cassie, toi, tu as vraiment un personnage d'éthicien. Tu as qui est torturé, qui est vraiment intéressant. Il est torturé parce qu'il est pris dans le devoir apparent de soutenir le système, mais alors qu'il le vomit, ce système-là. Oui. Je ne sais pas quoi répondre. Non, mais c'est-à-dire qu'est-ce que c'était au cœur de ton projet ou dès le départ d'inventer ce personnage-là? Donc, j'imagine que c'était important pour toi de donner une voix à la question de l'éthique dans ce système carcéral-là. Oui, puis tout le long de ce que Clara répondait, je me posais la question de pourquoi j'écris. Puis je me disais, puis j'avais envie de dire pour prendre mes responsabilités. Puis le personnage de l'éthicien représente un peu ça, de se questionner sur ben là, c'est un système particulier, mais au jour le jour, on vit dans le monde, puis comment on assume ses responsabilités au mieux qu'on peut. Puis la particularité de ce personnage, c'est qu'il est à la fois attrapé par le gouvernement qui lui demande d'agir comme conseiller sur le plan éthique, mais de son côté, selon ses propres valeurs, comme tu disais, il vomit ce système, il est contre ce système, et il est constamment aussi confronté à sa propre éthique de vie ou éthique professionnelle par ailleurs, parce qu'on découvre, ben là je vends un punch, là, mais on découvre dans la deuxième partie qu'il a, par erreur, disons, lui-même une prisonnière dans sa cour arrière, mais ça ne devrait pas parce qu'il fait partie du gouvernement, parce qu'il a été justement interpellé pour être conseiller. Et qui va développer une relation amoureuse avec sa prisonnière, et chose qui est vraiment proscrite dans l'une des milliers de règles. C'est mieux que ça arrive pas, oui. Voilà, tu sais. Et il est un des représentants de ces fameuses règles gouvernementales pour lesquelles il faut pas empoisonner ses prisonniers, il faut pas exercer de pouvoir vers ses prisonniers, il faut pas avoir de relation avec son prisonnier. Il a lui-même une prisonnière, et elle arrive à la maison, et là, il est pris dans ce paradoxe-là duquel il essaie de se sortir. Et puis, je pense qu'il y a quand même... En fait, il y a un désir pour moi de travailler cette complexité-là, parce que, je veux dire, je pense qu'on est tous constamment pris dans l'éthique, une éthique idéale à laquelle on voudrait pouvoir
se plier, qui est l'éthique qu'on se construit dans la vie, dans toutes les dimensions où on doit manœuvrer, et en même temps tout le contrôle qui s'exerce sur nous par des systèmes, par des institutions, par des dynamiques de pouvoir dans lesquelles on est complètement intriqué et qui sont comme plus fortes que nous et qui nous échappent d'une certaine façon. J'ai quelques lecteurs qui m'ont dit que ce personnage-là était imbuvable à cause justement de la relation qu'il entretient avec la prisonnière. Mais moi, je ne l'ai pas voulu comme ça. Au contraire, je le trouve important parce que je pense que personne n'est irréprochable et qu'on est absolument pris dans cette hantise-là au quotidien. Puis c'est peut-être notre plus grand défi dans le monde, là, de prendre ses responsabilités par rapport à ce conflit éthique. Et Martine, ça va sans dire que le problème climatique est un grand pied à l'éthique de la vie. Mais c'est le moins qu'on puisse dire. Mais est-ce que tu dis à un moment donné, il nous faudrait une éthique du feu? Je dis ça, moi. Hein? Oui, tu dis ça. Et je trouvais ça intéressant parce que, bon, dans ton livre, c'était... on achève la causerie, je suis très pressée. On est très prise dans le temps. Là. Mais je veux quand même t'entendre là-dessus parce que je trouvais ça fondamental. C'est que le feu, dans ton livre, c'est ce qui rase donc des forêts et tout ça, mais il y a aussi le feu... le feu de la révolte de la personne, le feu de la passion, bon, etc., qui est valorisé dans ton livre aussi. Mais cette éthique du feu-là, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu disais « il nous faudrait une éthique du feu » ? Mais au sens plus banal, puis très rapidement, l'éthique du contrôle des grands feux qui nous vient des Autochtones, en fait, c'est qu'on en fait fi. On oublie tout ce qu'on devrait apprendre d'eux. Il y a une éthique du feu. On sait quoi brûler, on sait pour renouveler la terre, on sait comment contrôler le feu, mais on ne le fait pas en tant que personne blanche arrogante. Et donc, il y a des grands feux qui dévastent. Donc, l'éthique du feu a à voir avec ça. Mais par-delà ça, une éthique du feu serait la capacité de penser à la fois à la destruction et la reconstruction ou la renaissance, pour le dire de même, là, en même temps. Comme on dit, un faucon qui renaît de ses cendres, bon, tout ça. L'éthique du feu aurait à voir avec ça. Mais je vais juste déplacer, puis après ça, on va finir. Mais il y a quelque chose dans mon livre qui... puis ça fait écho un peu à ce que Cassie et Clara ont dit. Quand on parle de mes livres, souvent on me dit, puis surtout pour celui-ci et le Boys Club, on me dit « Ah, mais à la fin, il y a une grande bibliographie, il y a une liste de références, il y a toutes ces choses très savantes qui sont là. » Et dans les faits, si j'allais au fond de ma pensée, au fond de mon geste, là, je serais complètement pas éthique d'un point de vue universitaire ou d'un point de vue littéraire. J'aurais volé tous ces morceaux de texte-là, je les aurais mis dans mon livre et j'aurais pas mis de références et j'aurais pas mis de bibliographie. Ouais. Et ce serait une éthique du feu, d'une certaine façon. Ce serait brûler la bibliothèque, mais l'avaler complètement. C'est un petit peu comme ce que Clara décrivait sur le rapport à l'autre, comment la littérature nous contamine, comment on se contamine les uns les autres et comment, en lisant, on est contaminé. Mais le fond du feu de pompière et pyromane, ce serait ça. On ne peut pas le faire dans une éthique de la littérature, puis bon, dans les codes qui sont les nôtres pour que les livres existent. Mais il a été écrit comme ça. Il a fallu qu'après, j'aille retrouver les citations, que je les mette en italique, que je retrouve les références, que je fasse ma bibliographie. J'ai fait ça après. Mais le geste d'écriture était du phagocytage. J'étais le parasite, en fait. Ça fait que c'était comme une écriture virale. C'est un peu ça tout le temps qu'on fait aussi comme en écrit, mais c'est un beau cadeau que tu nous offres aussi avec ces bibliographies-là qui nous fait tout un beau programme de lecture. Alors, on a été parasités, on a été éblouis, on a été nourris de vos réflexions pour employer le thème de ce festival dont le thème est emprunté à Marie Huguet dans notre discussion, dans vos livres. Tout un voyage est resté en nous. Et je vous remercie vraiment pour ces 3 livres-là. Clara, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit la littérature qui ouvrait un espace où est-ce qu'on peut enfin habiter le monde. Là. Mon Dieu, que dans une perspective en pleine pandémie, mon Dieu, qu'on a éprouvé plus que jamais l'importance de la littérature. Mais là, avec vos 3 livres, mon Dieu, que vous nous donnez de l'air et je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, c'est votre tour, public. Si vous avez...
Si vous avez des questions pour nos autrices, ça serait le bienvenu. Là. Je ne sais pas. C'est Catherine qui va faire la Claire Lamarche là, avec le. Oui, alors Bernard. Je touche pas, c'est ça? J'y touche pas. Écoutez, la question est simple, puis vraiment premier degré. Mais donc, si la littérature est un outil de changement, selon vous, elle devrait changer quoi? Hors de vous, donc je vais vous changer personnellement, mais qu'est-ce que ça devrait changer dans notre univers, dans notre perception de l'univers, dans le monde dans lequel on vit? Pour moi, la littérature, ça peut changer quelque chose, c'est le regard qu'on peut poser un petit peu, changer un petit peu le regard qu'on pose sur le monde. Je pense que quand j'écris, j'essaie de montrer quelque chose. J'essaie d'écrire ce que je vois. Et au fond, lire, ça serait de regarder par mes yeux. Et peut-être éventuellement changer le monde, mais tu sais, je n'irai pas jusque-là. Je veux dire, au sens où je n'ai pas la prétention, je ne pense pas que la littérature change les choses de manière radicale de cette façon-là. Là, je pense qu'on se leurre si on le voit de même, mais les écrivains, mais les artistes en général, ont un regard sur le monde. C'est ce regard-là, cette sensibilité-là qui est partagée. Et c'est pas rien. Ça sonne bateau quand on le dit comme ça, mais je pense que c'est pas rien, en fait. Et puis c'est un espace aussi où je vais répondre un peu à côté de votre question, mais pour moi, ça reste un espace d'exception, là, c'est vrai. Puis c'est pas nécessairement que ça peut rien changer, mais ça permet. J'ai l'impression que dans le monde, dans la vie, c'est important d'avoir raison. C'est-à-dire que c'est important. On doit adhérer au sens, on doit adhérer au droit, on peut pas juste aller se lever puis tuer tout le monde, là. C'est-à-dire qu'il y en a qui le font, mais idéalement, on essaie de contrôler ces ardeurs. Mais la littérature nous permet de ne pas avoir raison. Tu sais, de peut-être, qu'est-ce que c'est d'avoir tort, puis d'essayer de penser, ça, tu sais, quand tu disais aussi penser deux choses contradictoires, mais qu'est-ce que c'est si on garde un espace qui nous permet de réfléchir à ne pas être dans le droit, ne pas être dans le bon sens, ne pas être dans le... Puis ça, je pense que par ricochet, je pense que c'est un ricochet, mais en gardant une espèce de poche de respiration, justement, où on se dit, on peut penser des idées dangereuses, on peut penser des idées impossibles, on peut se donner un espace où penser des choses qu'il ne faudrait pas penser dans la vie réelle, puis pas faire dans la vie réelle. Je pense que ça peut avoir un effet de ricochet pour changer certaines choses. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, il y a une autre question? Ah, OK. J'avais préparé une question écrite comme la dernière fois. Alors, entre liberté et contrôle, est-ce que vous vous permettez au moins la folie douce comme outil de changement? Mais c'est peut-être un peu ce que Clara vient d'exposer. Je pense, tout ça, ces chemins de traverse, ces chemins d'à côté, ces chemins ratés, coupés. Moi, je ne sais pas ce que c'est la folie douce, mais écrire, c'est certainement pas toujours une expérience qui donne l'impression qu'on est en bonne santé, mentalement. C'est une drôle d'affaire, écrire. C'est être dans un drôle d'état. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une obsession. Puis quand je suis dedans, c'est très difficile de m'en faire sortir. Donc, c'est l'expérience d'une folie douce, pour reprendre votre expression. Mais peut-être que c'est un regard fou sur le monde, mais si par fou, on entend ce que Clara disait tout à l'heure. Tu dis l'expérience, tu sais, je me permets de me saisir du concept là, de folie douce. Là, moi non plus, on pourrait refaire une heure juste pour dire c'est OK, quoi. on recommence. Mais la folie douce. Mais au moins une folie, je vais me l'approprier pour dire une folie expérimentale. C'est-à-dire que, parce que si on est là puis qu'on est capable de faire une œuvre, c'est aussi qu'on n'est pas dans une folie pure, là. C'est-à-dire qu'il y a aussi un flirt, il y a une tension avec, on est peut-être en partie dysfonctionnel, mais, tu sais, je veux dire, comme chez Artaud, la vraie folie, c'est l'absence d'œuvre aussi chez Foucault. Bon. Mais est-ce que la littérature peut peut-être être une folie expérimentale, c'est-à-dire de faire l'expérience, justement, de certains processus psychiques qui ne sont pas tout à fait de contrôle ou de raison, mais qui ne vont pas non plus nous engloutir complètement dans le silence?
Oui, bien, il y a beaucoup de choses là-dedans, en fait. Ce que j'ai envie de reprendre tout à l'heure quand tu parlais, puis tu disais que ton personnage se cassait. Puis je pense que, en tout cas, moi, j'aborde chacune de mes œuvres ou la mise en place de mes espaces de création comme un moment de cassure. Alors, il y a un certain geste de folie de se briser soi-même pour se renouveler, se mettre au défi. Se confronter à ses hantises et aussi explorer des nouvelles perspectives pour soi, mais oui, en ouvrir pour d'autres aussi. Mais tu disais changer le regard, mais je pense qu'entrer dans une nouvelle œuvre, c'est briser un peu le regard formaté qu'on a, puis se dire, OK, là, j'ouvre telle question, il va falloir que je plonge totalement dedans, puis que j'ouvre une nouvelle perspective. Et ça, c'est assez fou de se faire vivre une épreuve comme ça. Il y a cette douce folie-là. Il y a aussi le fait que je considère, comme Alain Farah, que la littérature, c'est une fête et que écrire, c'est aussi un rire. C'est pas juste un cri. Et c'est pour ça que quand je lance une idée absurde comme celle de mettre des prisons dans les cours arrière, moi, je ris pendant tout le long que j'écris, même si à la fin, c'est quelque chose de super grave comme roman. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à fêter ce que la littérature peut faire pour ouvrir des grandes questions et le faire avec un rire qui s'allonge jusqu'à la fin. Alors là aussi, je verrais une douce folie. Une dernière question, peut-être? Non? Moi, j'en aurais une, en fait. C'est... je vais utiliser jusqu'au... Je peux l'utiliser ou... c'est parce que moi, je vais m'effacer là, s'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Non? C'est qu'en fait... donc, c'est très banal. Vous l'avez effleuré très rapidement, mais autrement dit, cette douce folie, écrire dans la souffrance, là, c'est plutôt la littérature, c'est un travail, c'est pas un hobby, mais vous avez quand même été dans la joie, dans la joie d'exercer ce métier-là, de faire ce travail-là. Il y a quand même eu une espèce de plaisir dans l'écriture. Dans le travail d'écriture, même quand c'est très, très cérébral, il y a un... Oui, il y a peut-être une jubilation. Je ne sais pas si c'est une joie, mais je pense qu'il y a une jubilation. Ouais. En tout cas, dans mon cas, là, que ce soit pour Bompierre et Pyromane, il faut imaginer, là, c'était comme une quête des feux. C'est un peu niaiseux, là, mais c'est ouvrir les journaux, fouiller les livres, les œuvres des écrivaines, les poètes, chercher les feux, chercher des feux. Fait que quand je rencontrais un feu, quand je tombais sur un feu, quand j'apprends que le chien de Riopelle s'appelait Feu, je dis « Ah! » C'était ça. C'est le sens. Oui, c'était vraiment... la jubilation. C'était ça, la jubilation. C'est tout ce que je peux trouver. Ouais. Mais c'est dans la lecture, finalement. Oui, absolument. Finalement, ouais. Comme si dans le plaisir et dans l'acte de lecture inhérent à l'écriture, oui, finalement. Oui, tout à fait. Puis aussi, quand tu écris, puis que tout d'un coup, c'est comme des morceaux d'un casse-tête, puis ça tombe en place. C'est ce moment où ça tombe en place. Tu te dis « Oh, my God! » Tout pour ça. Oui, puis moi, je dirais qu'il y a comme c'est assez ambivalent là, comme expérience, mais il y a quelque chose d'une joie qui est aussi une joie comme de la performance. Là, c'est-à-dire que moi, souvent, quand je réécris, puis je le relis tout haut aussi, fait qu'il peut y avoir un truc de je vais passer l'après-midi, la journée, la semaine, où j'ai pas le bon mot, j'ai pas le bon rythme dans une phrase, puis surtout si à la fin aussi une phrase où ça marche pas, justement, le casse-tête cadre pas bien parce que c'est quand je le dis tout haut, ça tombe pas bien. Il y a quelque chose qui fait que c'est comme si j'ai l'impression d'être une chorégraphe, qui va mettre ensemble une chorégraphie, puis je me dis, il y a un temps qui marche pas, il y a un temps mort. Je dirais que pour moi, le plaisir puis la jubilation, là, c'est vrai, c'est très lié à la danse, au côté finalement musical de l'écriture, au côté, parce que ce qui est l'idée, le faire marcher, tout ça, c'est très angoissant, mais le côté, justement, tu es comme autour d'un casse-tête, c'est un autre travail. Mais ce qui est du côté de la transe, il y a quelque chose d'une transe aussi quand on est possédé là, par l'écriture, par un rythme, quand ça se vomit, il y a quelque chose d'à la fois, je dirais que la joie est dans le côté musical de l'écriture. Ouais, parce que l'écriture aussi, c'est une activité musicale. Absolument, c'est comme la joie de la chute. Tu écris un bout, puis tu arrives à la fin, puis ça fait toc, puis tu dis « Ah, je l'ai. »
C'est ça. De trouver un mot, tu prends une marche, puis tu penses plus, puis ou tu entends quelque chose, tu lis ailleurs. Tu sais, quand tu parles le plaisir de trouver, c'est pour ça que je dis, il y a quelque chose de la lecture aussi, là. Tu vas lire, tu vas entendre un mot, puis tu vas dire, ah, ça y est, c'est ce mot-là. Ça fait, il y a 2 mois, je cherchais ce mot-là, puis je ne savais pas c'était quoi, mais c'est ce mot-là qu'il faut. Ben, ça ramène au jeu. Non, mais vous parlez de casse-tête, puis c'est un jeu aussi, écrire. Puis au fond, c'est se mettre en jeu, puis aussi c'est se dire, je veux gagner. Comme quand on entre dans tout bon jeu, quelque part, on veut gagner sur notre propre projet par rapport aux attentes qu'on s'est fait nous-mêmes de l'idée qu'on avait. Puis quand on arrive, c'est ce que vous disiez, mais quand on arrive puis on se dit, OK, je pense que là, ça fonctionne, là, je pense que là, j'ai gagné, là, c'est là la grande jubilation. Puis ça fait du sens, ça donne du sens à ce qu'on fait, puis à notre idée de départ qui est dans un fouillis à l'origine. Moi, j'en peux rester pendant 2 heures encore. Hein? Non, on ne peut pas, malheureusement. Non. Bon, alors, je vous remercie tout le monde. Je vous remercie infiniment, Martine, Cassie et Clara. Merci pour vos livres encore. Et on se précipite pour les lire. Merci. Merci à vous.